Alors, nous avons notre premier débat, et c'est un débat qui va tenter de répondre à ce que nous avons été très nombreux à vivre depuis le mois de juin, et en particulier cet automne, c'est-à-dire ce qu'on a pu qualifier de zémourisation des esprits, où le lundi, on avait droit aux musulmans, et puis à Zemmour. Le mardi, on avait droit à Zemmour, et puis à l'islam. Le mercredi, on avait droit à Éric Zemmour, et puis à la sécurité. Et puis ensuite, le cycle reprenait. Et on s'est trouvé quand même nombreux, je pense, à être tout simplement stupéfaits, écœurés, révoltés parfois, par le bruit de l'information. C'est-à-dire ce qui organise, d'une certaine manière, le débat public. Et donc, on est quand même plusieurs à tenter, dans nos journaux différents, dans nos titres respectifs, à tenter de construire autre chose. Et donc, le thème de ce débat, c'est comment on construit un autre agenda informatif. Comment on se sort de ce vacarme imposé par un certain nombre, pas tous, un certain nombre de médias dominants, et comment on tente de placer dans le débat public d'autres thématiques. Pour en parler, Luc Bronner, qui est grand reporter au Monde aujourd'hui et qui a dirigé sa rédaction pendant un peu plus de 6 ans, Fabrice Arfi, qui s'occupe du pôle enquête à Mediapart, et Agnès Rousseau, je ne la vois pas, elle est là-bas, Agnès Rousseau, qui dirige l'hebdomadaire Politis et le site d'information en ligne Basta. Voilà. Donc tous les trois ont accepté de débattre sur ce thème. Et puis il manque Dominique Cardon. Dominique Cardon est chercheur, il dirige le Media Lab de Sciences Po, c'est un spécialiste de la révolution numérique et il a écrit quelques livres absolument fondamentaux. Voilà, 4 personnes, et Charlotte, la première question est pour toi. Merci François, bonsoir à vous 4. Merci d'être présent, d'avoir répondu présent à notre grande soirée. Moi, j'aurais une première question. Donc, comme disait François, voilà, à l'automne, on a quand même vécu un agenda informatif, on va dire, assez nauséabond, avec les thèmes sur la sécurité, la délinquance, les musulmans, les migrants, enfin voilà, et j'en passe, et avec ce monsieur Zemmour. Donc, comment, face à ce rouleau compresseur, comment fait-on pour imposer dans le débat public d'autres informations, d'autres thématiques, et est-ce qu'il faut le faire, déjà ? Voilà, comment est-ce qu'on peut se distinguer de ce débat en traitant d'autres informations et de d'autres manières ? Donc pour la première question, je l'adresse à Agnès Rousseau de Politis, voilà, et Basta Mag, et Basta. Voilà, et puis après, on rebondira. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Oui, Fabrice me disait une dissertation de 4 heures, là, c'est un vaste sujet. Moi, je veux peut-être ma première réaction, c'est quand même ce qui frappe, c'est ce décalage total qu'il y a entre le contexte, effectivement, qui a été rappelé là, et les enjeux. C'est-à-dire, les enjeux, c'est une urgence écologique, démocratique et sociale qui est telle, qui nous oblige. C'est plus l'heure de réfléchir, savoir s'il faut bifurquer, c'est de savoir comment aujourd'hui on peut penser le changement, et comment les médias peuvent contribuer à participer à ce débat. Et à côté de ça, il y a effectivement la situation qui a été rappelée de cette dizaine de milliardaires qui possèdent 90% des quotidiens qui sont des quotidiens nationaux d'information qui sont diffusés chaque jour en France. Ces marchands d'armes, de BTP, de téléphonie qui possèdent la presse. Et puis avec ce nouveau cap qui est passé, ce raid idéologique et politique de Vincent Bolloré, qui sème la zizanie, qui est une robe de lancement pour un polémiste xénophobe et misogyne qui va infuser et perturber tout le débat public. Donc c'est vrai que quand on voit ce décalage-là, on est dans un sentiment d'urgence. Et pour nos médias, il y a un petit risque à être sur le défensif, c'est-à-dire voilà, il y a des attaques permanentes et on est tenté de devoir réagir à chaque petite phrase, chaque petite polémique nouvelle.
et se retrouver un peu dépassé finalement, parce qu'on est toujours, toutes les barrières tombent successivement, et on a l'impression d'être une course sans fin pour essayer de reprendre la main sur les sujets, pour éviter que ce soit toujours l'immigration, l'insécurité, l'islam ou les questions identitaires qui soient sur le devant de la scène. Donc ça, c'est vrai que c'est, je pense, le premier défi, c'est une bataille culturelle, et il faut qu'on repasse en mode offensif. Ça, c'est quelque chose qui est très très compliqué. Et puis, je dirais, il y a aussi le risque. Il y a ces médias qui vont comment dire, perturber le débat public, en tout cas le focaliser sur des thématiques particulières. Et puis il y a aussi ces médias. Alors j'aime beaucoup l'expression du philosophe Raoul Vaneigem qui dit engranger l'insignifiant dans la mémoire des résignés. Et je trouve que quand on regarde les médias aujourd'hui et le paysage médiatique, cette phrase-là, elle a du sens, parce qu'on est quand même sur des médias aussi qui sont dans une forme de résignation par rapport à une situation actuelle qui est problématique. Donc après, comment on fait pour reprendre l'offensive par rapport à ça ? Moi, je dirais qu'il y a l'urgence à construire les conditions d'un débat public. C'est-à-dire qu'on est face à des choix civilisationnels forts. On est face à une nécessité de construire les désaccords. Et ça, c'est le rôle de nos médias. Je pense qu'il faut poser les termes du conflit. Nos sociétés, elles avanceront pas sans conflit. Le conflit, il est là, on le voit. Mais il faut qu'on pose les débats pour que justement ce débat, il ait lieu et que ce soit plus un maelstrom, quelque chose d'inaudible et d'inintelligible. Donc il faut redonner de l'intelligence à ce débat-là. Il faut aussi, à un moment donné, partir des faits pour produire du sens, là où il y en a pas forcément, il y en a plus, où on est dans une situation de chaos, de confusion, de désordre établi. Je pense que nos médias, ils ont vocation à ça, à produire du sens, à essayer de produire des outils d'émancipation intellectuelle aussi pour nos lecteurs, pour que les gens puissent essayer de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et puis, moi, je pense que la nécessité, c'est d'inviter aussi nos lecteurs à cheminer à nos côtés, ne pas se dire qu'on détient une vérité, mais bien que il y a des débats qui traversent nos rédactions et que ces débats-là, on veut inviter nos lecteurs à cheminer à nos côtés pour essayer d'avancer ensemble dans une plus grande intelligibilité du monde. Voilà, comme après tout ça, voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien. Ce sont des enquêtes, des grands entretiens, des reportages qui donnent à voir tout ça et qui nous permettent d'avancer avec nos lecteurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être là. Moi, je partage ton idée de la nécessité d'être offensif. Je dois dire que je pense qu'on est face à un piège. Le piège, c'est tous les jours de se désoler de ce que CNews et quelques autres produisent. Et il y a de quoi se désoler, il y a de quoi s'indigner, il y a de quoi être en colère, il y a de quoi les critiquer, il y a de quoi s'interroger sur le rôle du CSA, par exemple, dès lors que moi, je considère à titre personnel que CNews n'est plus une chaîne d'information, c'est une chaîne d'opinion. Et donc ça pose des questions réglementaires, des questions d'attribution de fréquences pour un groupe qui gagne de l'argent là-dessus. Donc l'indignation, la colère, je pense qu'on est nombreux à l'avoir. Le problème, c'est que l'indignation et la colère contribuent aussi à mettre en permanence CNews et quelques autres au centre du débat. Et le piège, il est terrible parce que l'ignorer, c'est potentiellement passer à côté d'une partie de l'opinion qui reprend ces thématiques. Mais le piège, c'est évidemment de faire de ces thématiques le cœur du débat public. Donc moi, c'est vrai que quand je reprends le terme que tu utilises, qui est celui d'être offensif, c'est l'idée que la meilleure réponse, c'est malheureusement pas des pétitions, c'est malheureusement pas des tribunes, c'est le journalisme. Le journalisme, tout le journalisme, mais rien que le journalisme, ce qui est beaucoup. Je pense que en réalité, là-dessus, on a des ressources qui sont considérables. Quand je vois la liste des rédactions qui sont membres du fonds qui a été lancé, c'est pour moi très positif. Ça veut dire qu'il y a une énergie, il y a des initiatives, il y a des projets, il y a des formats, il y a des approches originales. Il y a des collectifs qui se créent et ça me permet de relativiser. Je vous donne un chiffre qui pour moi, mérite d'être répété. CNews, aujourd'hui, c'est 2,1% d'audience quotidienne. C'est des sources Médiamétrie. Alors, j'ai une passion personnelle pour les sondages qui me font relativiser beaucoup la valeur des sondages. Mais voilà, c'est en tout cas l'outil qui est disponible aujourd'hui. Là où France 3, tous les jours, c'est 9,4%. Ce qui veut dire que CNews, à l'échelle nationale, c'est un nain.
Voilà. Donc, c'est un nain dangereux en termes d'audience et on voit les dégâts qui sont réels dans la fabrique de l'opinion, dégâts sur les autres rédactions. Il y a des rédactions qui sont suivistes sur une partie de ces thématiques, notamment sur la place accordée à l'islam dans le débat public. Les dégâts sont réels. Mais enfin, CNews, c'est un nain par rapport à une... Je prends France 3 volontairement, parce que France 3, c'est une chaîne de proximité. C'est une chaîne qui s'est construite sur un modèle complètement opposé. C'est une chaîne, je ne sais pas si vous regardez le 19-20 de temps en temps, et d'autres émissions, qui valorise beaucoup des territoires, qui est beaucoup dans le récit des initiatives. Entre CNews, qui est minuscule, et France 3, qui est une petite chaîne en comparaison de France 2 et TF1. Voilà, je pense que c'est important de se redire ça parce que à vouloir faire de Bolloré, de CNews, le cœur de nos débats journalistiques, on va se tromper. Voilà, je pense. On va faire du mauvais journalisme d'abord parce qu'on risque d'être militant et de vouloir répondre. Or moi, je pense qu'être offensif, c'est d'avoir notre propre ligne éditoriale. Encore une fois, quand je vois la liste des rédactions qui participent à votre fonds, enfin qui sont, je ne sais pas comment on dit, adhérentes. À l'appel des indépendants. Voilà, à l'appel. C'est pour moi positif et je vois dans plein de rédactions, alors évidemment celle du Monde, mais je suis jugé parti, donc c'est pas le plus intéressant, mais Libération a aujourd'hui des bons chiffres, par exemple. Je vois des médias, Mediapart a des bons chiffres qui essayent de faire leur travail. Le travail, c'est le reportage, c'est l'investigation, c'est toutes les formes d'enquête, notamment les enquêtes collaboratives. Mediapart en fait beaucoup, Le Monde essaye d'en faire beaucoup aussi. Tous les débats qui sont des réponses de journalistes qui sont pour moi les meilleures réponses. Mais ne tombons pas dans le panneau de faire de CNews le cœur de nos débats. Sinon, la victoire culturelle, pour le coup, sera pour CNews. On m'a demandé de ne pas être forcément d'accord. C'est François Bonnet. Jusqu'à maintenant, je crois que tout le monde est d'accord, mais on va voir pour la suite. Bonsoir à tous. En fait, c'est très compliqué la question qui est posée parce que c'est à la fois celle d'une définition impossible de qu'est-ce que l'actualité, c'est quoi l'actualité, c'est ce qui se passe, c'est ce dont les gens parlent, c'est cet insaisissable et même cette forme d'intranquillité professionnelle qui est la nôtre de comment on définit cette chose bizarre qui est, pour reprendre un terme qui a été utilisé tout à l'heure par Mathilde, une sorte de combustible de nos consciences, qu'on soit de droite, de gauche ou d'ailleurs, absolument peu importe. C'est vrai que nous, on est confrontés en permanence à cette quadrature du cercle, mais là où je crois qu'on a atteint une sorte de code d'alerte dans l'urgence, et je crois que c'est l'un des termes, hein, l'urgence d'agir face à ce qu'on peut appeler l'hyper-concentration des médias. Ça a été raconté tout à l'heure. Ce qu'on connaît en termes de concentration des médias en France est absolument inédit dans l'histoire de France. Et c'est un peu le sous-jacent du documentaire qu'on a coproduit avec Première Ligne à Mediapart, qui est en salle Média Crash, qui est à la fois de raconter à main gauche une forme d'extrême droitisation du débat public, d'hystérisation de la conversation démocratique, dont l'un des corollaires est l'effacement des informations d'intérêt public par censure, par autocensure ou par pression. La seconde permettant la première faisant son lit sur la seconde. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout à fait vrai. Il ne faut pas être comme des lapins dans les phares de la voiture Bolloré, Zemmour, CNews. Le problème, c'est qu'on assiste à une forme de contamination de cette situation informative dégradée, puisque précisément cette idéologie-là, ce récit d'extrême droite, de quasi-fasciste qui est déplié, se fait sur l'effacement de la frontière du vrai et du faux, en permanence. Et la plus journaliste des philosophes ou la plus philosophe des journalistes, Hannah Arendt, nous l'a quand même enseigné il y a déjà très longtemps que c'est pas le nazi convaincu ou le stalinien convaincu qui est le plus dangereux, c'est nous tous qui pouvons tomber dans le gouffre de l'effacement de la frontière entre le vrai et le faux. Et rendons-nous compte quand même qu'on est en train aujourd'hui de débattre sur est-ce que Pétain a sauvé des juifs ? Est-ce que Dreyfus est innocent ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a un grand remplacement, une sorte de génocide inversé ? Ça n'est pas que l'apanage de CNews le problème. Le grand remplacement est un terme qui a été utilisé dans le meeting de la candidate de la droite de gouvernement.
Madame Valérie Pécresse, pas pour le disqualifier, pour en faire une sorte de promotion déguisée avec un Éric Ciotti derrière, marionnettiste de tout cela. On voit bien à quel point, à force de répétition d'un concept comme celui-là, on ne l'interroge plus, y compris sur le service public. Ça fait partie de la discussion publique, de se demander si cette théorie, qui n'est rien d'autre qu'une théorie complotiste, qui n'existe pas, qui n'est soutenue par aucun espèce d'élément objectif et qui est une théorie criminelle. C'est une théorie développée par quelqu'un, Renaud Camus, qui a inspiré des attentats terroristes, notamment en Nouvelle-Zélande, Christchurch, 51 personnes, dont des enfants, qui ont été assassinés de sang-froid par quelqu'un qui se revendiquait de la théorie du grand remplacement, qu'il a justifié par la théorie du grand remplacement. Et c'est ce Renaud Camus qu'il y a quelques mois, on a retrouvé, invité par un chroniqueur du Figaro qui a une émission sur CNews, Yvan Riouffiol. Et en termes d'actualité et d'agenda, c'est assez intéressant. Il a une sorte de tapis rouge télévisuel qui lui a été déployé. C'est vrai que ça n'est que 2,1%, mais c'est ce qui était jusqu'ici clandestin qui entre dans un champ, dans des émissions où il y a 1,5 million de téléspectateurs tous les jours. Et donc c'est cette fable scientifique, moi, que j'aime bien toujours évoquer, c'est la fable de la grenouille. Vous savez, une grenouille que l'on met dans une eau bouillante immédiatement, elle s'extrait de l'eau parce que c'est insupportable. Mais une grenouille qu'on met dans une eau tiède, qu'on réchauffe petit à petit, petit à petit, petit à petit, elle en vient à tolérer au risque de sa propre mort une eau bouillante qu'elle n'aurait pas tolérée si on l'avait mise tout de suite. Et je suis de cette inquiétude, même si je suis un sombre optimiste, mais de cette inquiétude que nous sommes tous en train d'être des formes de grenouilles citoyennes, à accepter ce qu'il y a 5 ans, ce qu'il y a 10 ans, ce qu'il y a 15 ans, il était inenvisageable que nous acceptions. Et c'est cette espèce de question qu'on a voulu, je ne suis pas là pour faire l'article, son mauvais jeu de mots de Mediacrash, mais la question de ce documentaire, c'est qui a tué le débat public. Et pendant ce temps, pendant qu'il y a cette saturation des opinions délirantes, on voit que par intérêt politique, par intérêt industriel, des informations d'intérêt public, vérifiées, d'intérêt général, disparaissent parce qu'elles sont parfois censurées, parce que parfois il y a des pressions judiciaires qui les empêchent, d'État. C'est ce que raconte par exemple Valentine Auberti sur des révélations qu'elle avait fait concernant les ventes d'armes et la guerre au Yémen, qui est quand même considérée par l'ONU comme la pire catastrophe humanitaire du moment. Et donc, l'immense difficulté pour nous face à cette situation, c'est que nous n'avons plus aucune grammaire commune pour discuter. Nous n'avons même plus, de mon point de vue, en tout cas de moins en moins, il ne s'agit pas de généraliser, de tout essentialiser, mais nous avons de moins en moins la grammaire commune qui nous permette même d'être pas d'accord. Ce que je vais pas être trop long, mais pour citer un autre auteur que je chéris, et je pense et j'espère comme beaucoup de personnes dans la salle, George Orwell dans 84, qui est souvent convoqué pour plein de raisons, mais là pour une autre et qui je crois est peut-être l'une des plus belles définitions du journalisme. Dans cette dystopie, vous savez, il y a le personnage principal qui s'appelle Winston Smith, qui fait quelque chose d'illégal dans l'espèce de dictature dans laquelle il vit, qui est bien plus qu'une métaphore du stalinisme, même si c'est une métaphore du stalinisme, mais c'est plus que ça. Il a un journal intime. C'est interdit. Il a un journal intime. Et dans son journal intime, Winston Smith, il écrit « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4, et la suite est importante, qu'on nous l'accorde et le reste suivra. » Mais je ne connais pas de plus belle définition du journalisme. Notre liberté, c'est de dire que 2 et 2 font 4, qu'on nous l'accorde à tous, et la discussion sera possible, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord. Un fait évidemment interprétable, on a chacun des biais, des déterminismes, et tant mieux, et c'est pour ça que le pluralisme de la presse doit exister. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit à quel point sur les chaînes d'infos en continu, qui est une espèce de réalisation d'une prophétie de la société du spectacle de Guy Debord, où la vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre. Hein, voilà, quand la vérité embarrasse vos convictions, bah, vous la rangez dans le tiroir des opinions à disqualifier. Et donc là, on ne peut plus faire société. Et c'est vrai que nous sommes d'autant plus requis journalistes pour comme le disait Luc, faire ce que nous savons que faire, qui est ce métier bizarre de ne rien savoir, d'apprendre, de vérifier et de vous redonner. De rendre, de restituer comme une sorte de créance qui est la vôtre, les citoyens, de savoir. Parce que
Quand on a le droit de vote, mais qu'on n'a pas la liberté d'informer, bah, ça sert à rien. Et puis si on a la liberté d'informer et pas le droit de vote, bah, ça sert à rien aussi. Dans un cas, ça s'appelle Monaco. Dans l'autre cas, ça s'appelle la Russie de Poutine. Voilà. Ben, je suis pas sûr qu'on ait envie d'être ni l'un ni l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a cette immense inquiétude du moment et peut-être de la pointe de bascule, du point de bascule que nous sommes en train de vivre de ce point de vue-là. Mais avant de passer la parole à Dominique Cardon, je voudrais un peu mettre les pieds dans le plat, parce que c'est des discussions que nous avons tous eues entre nous, dans nos rédactions, sur on traite pas. Luc a raison de rappeler ce qu'est CNews. C'est rien, c'est quand même un placard au fond de la cour de l'audiovisuel. Même si Zemmour, effectivement, a fait des audiences de 700 000, de 800 000 personnes. Moi, la question que je me pose, et qui renvoie à ce que j'estime être la question d'une responsabilité collective, même si ce terme est assez ignoble, mais quand même d'une responsabilité collective de la profession de journaliste, c'est pourquoi ces thématiques et cet agenda a pu être imposé à une large partie du système médiatique. Pourquoi, je le dis aussi, alors qu'on respecte tous le service public dans ce pays, et heureusement qu'il est là, pourquoi jusqu'à France Inter, jusqu'à France Info, on a eu droit en octobre, novembre, à la valse des sondages, à la course des petits chevaux sur Éric Zemmour, combien va-t-il dépasser Marine Le Pen, etc., etc. Je me souviens très bien de ces émissions, donc émissions de service public, donc comment se fait-il, et ça rejoint les rédactions, les discussions que nous avons toutes et tous eues dans nos rédactions, est-ce qu'on traite pas, comment on traite, beaucoup, pas beaucoup, est-ce qu'on passe pas à côté de quelque chose? Je me souviens, Agnès, d'un échange qu'on avait eu il y a quelques mois, qui était justement une de Politis sur Zemmour, qui était un très bon dossier, vraiment rien à dire en termes d'infos, etc. Et j'avais dit à Agnès, moi, j'aurais jamais fait cette couverture. Non, voilà, stop. Et Agnès me disait, non, mais c'est un fait politique, ça devient un fait politique majeur. Voilà, il faut sonner l'alarme, en quelque sorte, sur ce qui est en train de s'installer. Voilà. Donc j'aimerais aussi avoir vos réponses là-dessus. Dominique, pardon. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Et n'étant pas journaliste, moi, je donnais un point de vue plutôt de chercheur, mais qui va vraiment dans la même direction. Que les alternatives, elles viennent aussi du diagnostic qu'on fait. Donc le diagnostic, François Bonnet vient de le faire très bien, c'est qu'en réalité, on assiste à une prise en otage de ce qu'on appelle l'agenda public, dans une sorte de mécanisme très pervers et auquel le numérique est lié. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse fortement. C'est que, d'une certaine manière, vous voyez le principe par étapes. Et alors maintenant, on a beaucoup de recherches qui documentent. Vous avez des petites minorités extrêmement activistes, qui ont des comportements absolument anormaux sur Twitter. Ils publient 100 retweets dans l'heure. C'est des tout petits comptes. C'est un petit marigot, on pourrait dire, de gens qui font une sorte de boucan numérique à la recherche du conflit et de la polémique. Et puis vous avez des comptes beaucoup plus visibles, beaucoup plus notables, avec toute une série de personnalités qu'on connaît, c'est pas la peine de les disqualifier immédiatement, mais éditorialistes de plateau, hommes politiques un petit peu en marge de leur parti, cherchant eux aussi à produire le clash, semi-intellectuels, etc., vont les relayer. Ça va faire du bruit. Ils parlent aux algorithmes, en réalité. Ils parlent aux algorithmes parce qu'ils font des trending topics. Et puis vous avez des émissions de télévision, des talk-shows, qui, abandonnant tout principe journalistique, et moi je serais évidemment d'accord pour dire que CNews n'est plus une chaîne d'information, un secrétaire de rédaction qui fait l'éditorialisation de son plateau uniquement à partir des trending topics, en allant chercher la polémique et en l'amenant dans les grands médias. Et là, on a un constat qui est classique, vraiment maintenant, qui est bien reconnu dans les travaux sur la désinformation, c'est qu'elle ne vient pas du bas, elle ne vient pas des marges. Les marges, les petites marges qui font du bruit, c'est pas grand-chose. Elle vient du haut. Elle vient de ces relais d'informations importants qu'ont été Fox News aux États-Unis et que sont aujourd'hui ces plateaux télévisés. Il y a plein de causes à ça. Voilà, il y a plein de causes. Il y en a une quand même qui est centrale et qui, à mon avis, est au cœur du débat. C'est l'indépendance éditoriale du fonctionnement, du travail des journalistes. C'est quand on définit quel est l'agenda, on essaye de définir quelles sont les priorités qui sont importantes
dans le débat et d'essayer de dire voilà ce qui nous semble être la bonne représentation de la société qu'on veut apporter à nos lecteurs. Et définir l'agenda, c'est le cœur même, en réalité, quand on regarde un petit peu les travaux de recherche sur les questions, quel est l'effet des médias sur l'opinion, le truc, c'est l'effet d'agenda. L'effet d'agenda, c'est qu'en réalité, les médias ne disent pas aux gens ce qu'il faut penser, mais ils disent aux gens à quoi il faut penser. Et en réalité, ce qui est au cœur de la compétition politique aussi, mais de l'organisation du débat public, c'est d'imposer les thèmes. Et donc, ce qu'a réussi à faire l'extrême droite, c'est en réalité un travail assez long, un travail idéologique assez long, c'est d'imposer le thème de l'immigration. C'est pas simplement CNews, en réalité. C'est le fait qu'en réalité, le débat politique et une partie des reprises qui sont faites dans les médias nous disent que l'immigration et l'identité est le thème de préoccupation centrale des Français. Ils ont imposé leur agenda. Alors moi, j'aurais envie de dire, l'alternative, c'est de sortir de cet agenda. Voilà, c'est d'arriver à ce qu'il y ait des thèmes concurrents qui puissent enfin nous sortir de cet agenda qui est, rappelons-nous, c'est toujours très important. Et d'ailleurs, la comparaison avec l'histoire américaine serait intéressante. C'est-à-dire que Trump est arrivé au terme de 20 années de transformation, commencée par Rush Limbaugh avec les talk radio dans les années 90. C'est long, ce travail. En fait, c'est une mise en place progressive de cette affaire. Jean-Yves Le Gallou, dans les années 2000, avait théorisé en termes gramsciens l'idée qu'il fallait une hégémonie culturelle, déplacer le centre du débat sur les thèmes de l'identité et de l'immigration, et qu'Internet et le numérique allaient être le ressort de ça. Alors ça a plein de conséquences, et moi je voudrais insister sur 2 petites conséquences, ou 3 petites conséquences. La première, c'est quand même que ces polémiques, notamment sur Twitter, elles contribuent à silencier toute une série de gens qui auraient envie de s'exprimer sur l'information et l'actualité, mais qui ne le font pas parce qu'ils savent qu'immédiatement, ils vont être pris dans ces polémiques entre les affaires, entre les hargneux, on va dire. Et ça a des effets extrêmement importants. Et un des effets, c'est que moi, mon invitation serait que les journalistes se sortent de Twitter, ils aillent regarder ailleurs. Je prends Instagram. Instagram, il y a sur les luttes féministes, sur les questions internationales, sur toute une série de questions environnementales. La viralité, le nombre de vues est bien plus important que sur Twitter, mais en revanche, ça ne sert pas à produire l'agenda de ces médias. La deuxième chose, c'est une chose, me semble-t-il, très importante, c'est comment on représente la société française. Et là, la boucle infernale de l'agenda qui se met en place sur le thème de l'immigration et de l'identité, il est aidé par un autre dispositif extrêmement pervers, là je pense que Luc Bronner sera d'accord avec moi, qui est le sondage d'opinion. Parce que le sondage d'opinion, en fait, on demande aux gens quelles sont les préoccupations des Français. Les gens, quand on leur pose ces questions un peu bêtement dans les conditions, vous avez magnifiquement décrites dans votre article, ils répondent ce qu'ils ont entendu le plus aux médias. Donc, ce qui préoccupe les autres, c'est sûrement... Et on va mettre l'immigration relativement haut. C'est pas du tout la première préoccupation des Français. Mais c'est quand même frappant. Alors, je veux dire, il y a d'autres manières de représenter la société française. Il y a autre chose que ce truc presse-bouton du sondage d'opinion. Il y a faire comme Le Monde l'a fait, sans article, pour essayer d'écrire autrement la situation. Puis il y a les mouvements sociaux. Et quand même, on a connu ces dernières années, avec les Gilets jaunes, un mouvement social d'une très très grande ampleur. Est-ce que les Gilets jaunes ont mis en avant l'immigration et l'identité de la France? Est-ce que parmi toutes les préoccupations qui sont venues dans ce mouvement social, c'est exprimer quelque chose qui vient nous dire, en réalité, l'état de la France, c'est de s'occuper de notre identité et de la question de l'immigration? Est-ce qu'on a des manifestations contre les migrants? On a eu des manifestations contre les homosexuels, mais voilà. Donc, il y a d'autres manières de faire signal de la société pour essayer de la représenter autrement. Et c'est là-dessus que je voudrais finir, c'est que une presse indépendante, me semble-t-il, son rôle central, c'est de nous donner d'autres représentations pour qu'on fabrique dans l'agenda public un autre thème et qu'on arrête d'être focalisé sur l'immigration. Si l'immigration domine aussi fortement l'agenda aujourd'hui, c'est aussi parce que collectivement, et alors là, c'est les médias et on pourrait dire le champ politique, ne sont pas, alors qu'on a autour de l'environnement, autour de toute une série de questions quand même des enjeux absolument majeurs et beaucoup plus cruciaux, on n'arrive pas à produire un contre-agenda à celui qui vient aujourd'hui nous prendre en otage.
Moi, je suis assez d'accord avec ce qui est dit là sur le rôle des relais, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'un média comme CNews va donner la parole à un éditorialiste ou à un polémiste qui va s'enclencher quelque chose, mais il y a tout un relais des dictocrates qui sont un peu en roue libre et qui vont contribuer à faire monter la mayonnaise. Il y a aussi une question d'audience. On est dans une compétition entre médias qui fait que ce qui fait du buzz, c'est aussi le clash, c'est aussi ce qui va polariser le débat. On est aussi dans un entre-soi de journalistes qui sont un peu branchés sur Twitter en permanence, où quand la sauce est monte, et forcément tout le monde se dit que c'est de ça dont il faut parler. Donc je pense qu'il y a des choses qui contribuent fortement à amplifier, à donner une ampleur absolument pas normale à ces processus. Je pense que le rôle des médias, des médias indépendants, c'est aussi de la production d'un autre imaginaire. C'est justement ça, c'est de faire ce décalage-là, faire entendre d'autres voix, partir d'autres analyses, aller voir justement sur le terrain. On parlait des luttes sociales. À Politis, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, aller couvrir les mouvements sociaux. Ça permet d'être en prise différemment aussi, je pense, avec ce qui se passe, avec les débats et avec les vraies préoccupations, des gens, avec ce qu'on qualifie d'invisibles. Aller aussi à la rencontre de gens qui bifurquent, c'est-à-dire qui n'ont pas les mêmes conceptions, qui ont fait ce choix à un moment donné de dire il faut inventer d'autres choses, allons-y, toutes ces alternatives qui émergent un petit peu partout. Donc je pense que c'est ça aussi notre rôle de médias indépendants, c'est de faire entendre cet écho un peu différent. Mais effectivement, on est bien seul parfois dans cette dynamique-là. Et je pense que la question des alliances, elle est nécessaire, c'est-à-dire que seul, on ne pourra pas grand-chose. On est un petit peu des médias. Alors, évidemment, Mediapart, c'est autre chose, mais les médias indépendants, c'est souvent des médias qui ont un petit peu moins de moyens que d'autres dans l'espace public. Et donc, je pense que la question des alliances, elle est nécessaire, elle est essentielle si on veut justement faire basculer les choses différemment et bousculer l'agenda. Et je pense que le débat public, il est aussi fortement imprégné des angoisses des gens, parce que les gens sont angoissés. Quand on parle de tout à l'heure des enjeux climatiques, sociaux, démocratiques, ça génère aussi une angoisse existentielle pour les gens, et il faut qu'on apporte des réponses à ces angoisses, et ces réponses-là, ce ne soient pas des discours effectivement extrémistes qui pointent du doigt la responsabilité du musulman, de l'immigré, etc., mais qu'on réponde aussi à ces angoisses de manière différente, et justement qu'on puisse poser ces débats de manière sereine, et pour justement montrer qu'il y a d'autres possibles, et faire opérer ce décalage-là aussi dans l'opinion publique. C'est vrai qu'on est face à 3 malédictions quand on pense journalisme aujourd'hui. La première, on l'a dit, c'est Twitter. Moi, je suis toujours sur Twitter, mais en ayant depuis un bon moment l'idée que, en fait, c'est négatif. C'est une de nos boussoles inversées. Je pense que systématiquement, quasiment, Twitter nous donne la mauvaise direction. Voilà. Alors, si on se dit que c'est la mauvaise direction, c'est quand même intéressant de regarder malgré tout. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, au final, j'y reste. Bon, je ne sais pas si je suis complètement crédible quand je dis ça. La deuxième malédiction, c'est évidemment, et vous l'avez tous très bien dit, les chaînes d'infos en continu, et cette fabrication low cost, qui est quand même un point important, c'est que ce sont des modèles économiques par ailleurs. C'est que la production de l'information, du reportage, de l'enquête, ça coûte cher. Passer du temps sans savoir si on va trouver, sans savoir combien de temps on va rester sur une thématique, ça coûte cher. Partir à l'étranger, partir en Syrie, partir en Ukraine, rester des semaines en Ukraine, ça coûte très cher. Là où un bon vieux débat avec un syndicaliste policier, un pseudo-universitaire, non, je ne vais pas donner de nom, pardon, ou un politique de seconde zone, ça coûte 0 €. Voilà, vous avez un temps d'antenne qui passe et qui en plus sera repris par la première malédiction qui est Twitter. Et effectivement, je pense qu'il y a une troisième malédiction aujourd'hui, alors je vais encore me faire des amis, c'est les sondages. Alors, pas les sondages en tant que tels, après tout, que des sondages existent, c'est un instrument parmi d'autres qui a pas mal de limites, qui a aussi des intérêts. Mais c'est l'utilisation qu'en font les médias. Vous avez aujourd'hui une quantité de sondages politiques absolument considérables qui sont réalisés dans des conditions sur lesquelles il se trouve que j'ai beaucoup travaillé, puisque j'ai eu cette idée saugrenue de m'inscrire de me créer une dizaine d'identités fictives et de répondre à des sondages pendant 1 mois et demi. Donc j'ai cru devenir fou à la fin parce que j'ai répondu à près de 300 sondages, mais j'avais envie de comprendre la mécanique. Et c'est vrai que la mécanique est assez folle d'un point de vue méthodologique, mais ça n'est qu'une partie du problème.
problème. L'autre partie, c'est qu'on a finalement délégué au sondage la représentation de la société. Voilà, une grande partie de la représentation de la société. Et aujourd'hui, une grande partie de la construction du débat public via les médias, via les hommes et femmes politiques, passe par cette représentation sous format Excel. Alors c'est marrant, je trouve qu'un des meilleurs livres politiques qui a été écrit, c'est une parenthèse, c'est Connemara de Nicolas Mathieu, qui décrit tellement bien le monde de l'entreprise et tellement bien la façon dont la représentation à travers des tableaux Excel, pour moi, c'est les sondages, c'est la même chose. Voilà, ça dit notre société aujourd'hui. Donc ça, c'est la troisième malédiction pour moi qui est absolument fondamentale. Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire les sondages, ça serait une énorme connerie, pardon, de faire ça, mais ça veut dire qu'on devrait reprendre la main. Et reprendre la main à travers le reportage, à travers l'enquête, il y a plein de façons, je pense, de réinventer. On a par exemple, on l'a évoqué tout à l'heure, lancé une opération au Monde de 100 reportages faits au même moment par 100 journalistes et 100 photographes, en se disant qu'on allait peut-être essayer de capter différemment la société française. On ne savait pas du tout ce qu'on allait trouver. Vraiment. Bon, mais ce qui est sorti de ces reportages, c'est très divers, c'est sans doute nettement moins anxiogène que ce qu'on voit à travers les sondages. De fait, l'immigration n'existait quasiment pas. Il y a des lieux où ça existe. Il ne faut surtout pas dire que la question de l'immigration n'est pas un sujet. De fait, pour une partie de la population, ça allait. Mais en tout cas, on était sur une représentation complètement différente. Et ça m'amène à un point, je ne veux pas être trop long, mais 3 malédictions et une inquiétude pour moi, à travers tous les reportages que je peux faire, puisque maintenant je ne suis plus en fonction de direction, mais je ne fais que des reportages, et notamment en France, depuis 1 an, c'est l'effacement des corps intermédiaires. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité politique. Certains hommes et femmes politiques ont théorisé le lien quasiment direct entre des hommes et femmes politiques et ce qu'ils appellent le peuple. Et là, je pense que c'est une erreur, en tout cas c'est une malédiction, je vais le dire comme ça, collective, parce que les corps intermédiaires remplissent un rôle d'éducation, un rôle de transmission, et qu'aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est d'avoir autant d'individus qui se retrouvent dans des situations de rapports individualisés à toute la société. Ils peuvent être auto-entrepreneurs, ils peuvent être en télétravail par certains aspects, ils ne sont plus syndiqués, ils ne sont plus dans des partis politiques, ce qu'on peut comprendre par ailleurs parce que les partis ont été très largement affaiblis. Ils ne sont pas forcément lecteurs d'une presse de qualité puisqu'elle est payante, de fait. Ça, c'est un problème de nos modèles économiques, mais de fait, ils n'ont pas forcément accès. Et moi, je rencontre des citoyens qui sont complètement désarmés face à la marche du monde. Et ils sont désarmés, peut-être parce qu'on ne fait pas complètement bien notre travail, mais ils sont désarmés parce que les corps intermédiaires eux-mêmes, de toute nature, me paraissent très affaiblis. Et ça, pour moi, c'est l'inquiétude d'après. C'est-à-dire que les 3 premières malédictions, c'est aussi de la cuisine journalistique, ça a un impact sur le débat public. Cette 4e aspect me semble être aujourd'hui, malheureusement, le plus inquiétant. Fabrice, Dominique, peut-être une remarque, une réponse, mais assez court malheureusement parce qu'on est en train de déborder beaucoup. Et non, voilà. Je vais pas répéter, comme dans les mauvaises réunions, répéter ce qui a déjà été dit autrement et très bien dit, mais peut-être insister juste très rapidement sur un point, c'est en effet celui de... Une double dialectique, c'est celle de la responsabilité publique face à la situation qu'on est en train de décrire dans une forme parfois de déni de réalité partagé. Je vous prends juste un exemple parce que c'est Dominique qui m'y fait penser en parlant des gilets jaunes. On a quand même été dans un pays où, quoi qu'on pense des gilets, peu importe, mais où manifester, quand même l'exécution d'un droit fondamental, comme le droit d'être informé, comme le droit de voter, c'était prendre le risque de perdre un œil, de perdre une main, de perdre une partie de son visage et d'avoir des séquelles à vie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du président de la République qui avait fait en bras de chemise, comme ça, le grand débat, ou en costume de lui-même, en quelque sorte, et monologué beaucoup. Et il avait été interrogé par des étudiants sur les violences policières. Et il avait répondu « Je ne veux pas entendre parler du mot de violence policière ». Et il a ajouté une sorte de pirouette sémantique, une sorte de défi cognitif. Dans un état de droit, il n'y a pas de violence policière. Et quand on arrive en fait à ce niveau d'effacement des mots pour en capter la réalité qu'ils désignent, c'est exactement ce que j'essayais de décrire tout à l'heure par l'effacement de la frontière entre le vrai et le faux. Bien sûr que la police a le monopole de la violence légitime, mais bien sûr qu'il peut y avoir des violences policières et que le propre de l'état de droit, c'est de s'en occuper.
Et ça nous requiert, nous, énormément, journalistes, face à cette situation. Et des exemples comme celui-là, je pourrais en donner dans absolument tous les domaines qui constituent toutes les urgences démocratiques qui nous occupent. Les urgences climatiques, les urgences démocratiques. Moi, je suis spécialisé à titre personnel dans la lutte contre la corruption et tous ses corollaires. Il y a 2 jours, j'étais dans une émission de télé sur France 5 où on parlait de ce couple un peu à la Audiard qu'on adore détester, mais dont il ne faut pas être prisonnier du côté carnavalesque qui est le sien, qui sont les Balkany. Et on me disait, mais vous savez, les Balkany, ils ont été à chaque fois réélus par les administrés de Levallois-Perret. Et c'est vrai que c'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser quand nous, journalistes, on est confrontés à ce système de gens qui ont déjà été condamnés. Et peut-être qu'on a aussi, nous, une sorte de faillite à ne pas faire la pédagogie de ce que nous racontons. On a peut-être eu du mal à raconter que le système Balkany, ça a fait que Levallois-Perret a été pendant longtemps, et l'est encore, la ville la plus endettée de France. Et que quand les administrés disent « Ah mais les Balkany sont super, ils nous font des cadeaux », en fait, ils vous font des cadeaux avec votre argent. Et en plus, eux, ils affaiblissent la richesse nationale en dissimulant des millions, des dizaines de millions d'euros au fisc. De sorte que dans cette espèce de spectacle permanent des chaînes d'infos en continu, quand M. Balkany est en prison et que par miracle, on se soucie là de la condition carcérale quand c'est la délinquance en col blanc qui s'y retrouve. On a une sorte d'envoyée spéciale permanente de BFM qui s'appelle Isabelle Balkany, qui dit, et je la cite, c'est terrible, vous vous rendez compte, la bouffe est dégueulasse en prison. Bah ouais, mais si vous payez vos impôts, peut-être qu'elle serait meilleure, la bouffe en prison. Et en fait, on est un peu... Ce que je veux dire par là, dans la double dialectique dont je voulais parler, c'est qu'il y a une immense responsabilité politique là-dedans, mais il y a aussi une forme d'injonction citoyenne. De la même manière que la question se pose de savoir est-ce qu'on a la classe politique qu'on mérite, est-ce qu'on a les médias qu'on mérite. Et en fait, cet attrait de l'audimat, ce spectacle, cette quasi-fascination morbide aussi qu'il peut y avoir. Regardez les chiffres d'audimat d'un Zemmour qui passe à la télé, on est là, on regarde, on adore détester, on est en colère, et ça rejoint un peu ce que tu disais. Donc il y a tout un écosystème comme ça à reconstruire autour de la chose médiatique. Mais moi je le vois, et c'est pour ça que je disais que je suis un sombre optimiste, c'est quand ça va mal qu'il faut espérer. Donc je trouve ça extrêmement joyeux en fait, la situation dans laquelle on est, parce qu'on ne va pas en effet passer la soirée à pleurer sur notre sort. C'est hyper joyeux. On est confronté à des enjeux géniaux, on a les moyens d'y répondre, il y a des journaux qui marchent, on sait faire notre boulot, il y a du public, on remplit des salles, on y va quoi. Et donc voilà, c'est devant nous. Merci. Je suis obligé de faire le chronomètre, Dominique, juste 2 minutes. Désolé. En fait, j'ai juste un tout petit mot à dire sur la culture du clash et notre responsabilité dans le clash, parce qu'en réalité, ils ont besoin de nous. Le clash est une interpellation pour nous scandaliser et que indignés nous répondions. Et finalement, et c'est aussi le cœur aussi des médias indépendants que soutient le FPL, c'est qu'ils sont ailleurs que cette affaire-là. Et que finalement, le temps qu'on consacre à répondre à ce clash est en fait une publicité qu'on fait à leur succès. On sait que tu viens de le rappeler, que les audiences sont fabriquées là-dessus. On n'a pas parlé d'Hanouna, mais Hanouna, il a pris un format qui c'est incroyable. Pour un sémiologue, c'est formidable. Il a pris le modèle du drama. Le drama, c'est les stars de télé-réalité vociférantes qui font monter leur audience en inventant des fausses polémiques entre elles. Elle m'a piqué ma place de parking, son chignon, je sais pas quoi. Et ça fait monter le truc. Et donc, en fait, c'est une structure entièrement antagonistique et il faut qu'on réponde. Et en réalité, en étant attentif à ces clashs, en faisant de l'audience à ces affaires, on a contribué à faire rentrer progressivement cet agenda public. Donc, la presse indépendante, elle nous invite à regarder ailleurs, et voilà, je crois, elle est sur d'autres thématiques, elle n'est pas obligée de se mettre en opposition, et en réalité, cette manière qu'on a de toujours répondre à ces polémiques qui sont absolument organisées pour nous faire répondre, je pense qu'une stratégie d'autodéfense, c'est tout simplement de regarder ailleurs, parce qu'on a plus intéressant à faire.